messieurs, bonjour, mon nom est Sébastien Saint-Pierre et bienvenue à cette quotidienne de la vie agricole. Je vous présente aujourd'hui nos animateurs, M. Yannick Patelli ainsi que M. Michel Saint-Pierre. Messieurs, bonjour à vous. Bonjour Sébastien. Bonjour Michel. Alors, une nouvelle quotidienne aujourd'hui, Michel. Une nouvelle quotidienne, on est habitué, ça fait 3 ans qu'on se côtoie comme ça quotidiennement et on reçoit aujourd'hui une invitée au nom de famille fort agréable, Castravelli. Liane Castravelli. Bonjour madame. Vous êtes sommelière en fait. Un nom de famille qui chante presque. Exactement, c'est pour ça que je dis ça. Vous êtes sommelière à l'ITHQ. On est content de vous avoir avec nous parce que on a reçu en fait d'abord un rapport qui est co-signé, je pense, par l'Institut de technologie d'agroalimentaire du Québec et l'ITHQ, et en fait qui est en soutien, qui se dit en soutien à la croissance économique des régions. Et là, vous allez nous expliquer un peu de tout ce qu'il s'agit en fait tout à l'heure, mais dans un premier temps, comme c'est une des premières fois, je pense qu'on va évoquer l'ITHQ dans nos quotidiennes, on peut-être nous expliquer quel est le rôle de l'ITHQ au Québec. Et quel est votre rôle, vous, de sommelière au sein de cette école, en fait? Oui, parfait. Alors, l'ITHQ, c'est tout simplement, en fait, une des écoles en gestion hôtelière les plus importantes du Canada. Je pense qu'on peut vraiment le dire. Et notre champ de spécialisation à nous, c'est tout ce qui touche le tourisme, l'hôtellerie, la restauration. Donc, dans la restauration, on inclut la pâtisserie, la cuisine, bien entendu, la sommellerie, etc. En ce qui me concerne, en fait, je voudrais apporter une précision. Alors, j'ai été sommelière longtemps, mais en fait, je suis professeure de sommellerie à l'ITHQ et je pense que c'est important de faire la distinction parce qu'en fait, une sommelière, à mon sens, c'est vraiment quelqu'un qui travaille au sein d'un restaurant, qui gère une carte des vins, un service conseil, etc. Donc, dans mon cas, je suis sommelière, professeure de sommellerie depuis plus d'une dizaine d'années à l'ITHQ. Donc, voilà. Okay. Alors, je pense que ça vaut la peine de le dire, l'ITHQ... bien connu, bien réputé comme organisation, Montréal, rue Saint-Denis, et qui a aussi un petit hôtel. Je ne sais pas s'il a repris l'hôtellerie parce que j'étais client régulier de vos chambres. Et il y a eu une période, je pense qu'il y a eu des travaux, je pense, de mise à jour, Il y a eu des travaux d'ailleurs. Le timing de votre question, c'est absolument parfait parce qu'effectivement, on va rouvrir les chambres bientôt. Donc, il y a eu, oui, des travaux de rénovation majeure. Donc, on s'apprête à rouvrir les chambres vraiment sous peu. Donc, on a effectivement un hôtel d'application. Je pense que ça, c'est vraiment une grande chance. En plus, on a, et je pense que les gens ne le savent pas forcément, on a aussi 2 restaurants d'application. Ouais. On a un laboratoire d'analyse sensorielle. On a des unités de recherche, dont un CCTT, donc qui s'appelle Expérience. On a le Gastronomic Lab en partenariat avec l'Université Laval. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent effectivement à l'ITHQ. Et pour l'historique, avec l'Institut Jean Garon, en fait, l'Institut Jean Garon, il a été créé en novembre 2016. Le lancement s'est fait ici à Québec, au Hilton. Mais j'ai participé, en fait, avec la famille Garon, avec certains des parrains de l'Institut, non moins célèbres, André Desmarais, Jean-Pierre Léger, Monsieur Claude Bélan à l'époque. Mais toutes ces rencontres-là, ces rencontres préalables qui se faisaient encadrer par Jean Pronovo, donc le président du rapport Pronovo, se sont fait à l'ITHQ. En fait, toutes les réunions de préparation avant le lancement, toute l'année fin 2015 et l'année 2016, tout ça se passait à l'ITHQ. Donc, en fait, vous voyez, il y a même des liens entre l'Institut Jean Garon et l'ITHQ. Des liens très concrets, effectivement. On est vraiment au cœur de la restauration et de l'hôtellerie, du tourisme, en fait, à Montréal et dans la province du Québec, en fait, depuis plus d'une 50aine d'années. Donc, effectivement. Jean et moi, on pratiquait ce qu'on nous demandait de faire, et avec plaisir d'ailleurs qu'on le faisait. On nous disait, si vous êtes à Montréal, et c'est libre, parce qu'il n'y a pas tant de chambres que ça, là, mais quand c'est libre, restez donc à l'ITHQ. Et puis c'est ce qu'on faisait, c'est qu'on pratiquait tous les deux, et on appréciait également la bonne table de l'ITHQ. Alors, oui, tout à fait. Et je pense qu'en fait, vu que c'est plus souvent qu'autrement des étudiants qui sont vraiment donc à l'hôtel, dans les restaurants, évidemment, ils veulent bien faire la prestation de service. Et je peux en parler, comme ça fait presque 10 ans que je suis en co-teaching au restaurant de l'ITHQ avec un de mes collègues à faire le service et service du vin. Et donc, en fait, je pense qu'il y a toujours cette volonté de vraiment exceller, de vraiment livrer pour les clients. Évidemment, les étudiants veulent vraiment bien faire et ils sont encadrés par leurs professeurs. Donc, oui, je pense que ce soit à l'hôtel ou dans le restaurant, là, c'est vraiment... Dans les restaurants, je devrais dire, c'est
c'est vraiment des très, très belles expériences. Ouais. Alors, peut-être avant justement de rentrer dans le sujet du rapport, peut-être dire aux auditeurs qui nous écoutent dans les radios, mettons, un jour où ils vont à Montréal, ils visitent Montréal, c'est ouvert au grand public. En fait, les gens peuvent décider d'aller manger. Parce qu'on parle de l'ITHQ comme une école, mais rappelons, comme vous dites, il y a des restaurants, maintenant il y aura un hôtel. Mais à la base, on peut décider d'aller manger. On peut aller manger au Cherrier, qui est juste à côté, qui est très bien aussi, la brasserie. Très agréable. Mais on peut aussi aller manger à l'ITHQ. Oui, j'encourage très fortement les gens vraiment à venir faire un tour chez nous. En fait, les deux restaurants ont vraiment une identité assez distincte. Disons, le restaurant qui donne sur Saint-Denis, c'est vraiment un restaurant, donc il y a une vocation quand même commerciale. C'est pas toujours des étudiants en salle ou en cuisine, mais ça l'est souvent. Donc ça, c'est une chose. Mais il y a aussi le restaurant au 2e étage de l'ITHQ qu'on ne voit pas. Donc c'est un peu un secret bien gardé. Faut savoir que c'est là. Et c'est un rapport qualité-prix extraordinaire. Et là, c'est vraiment une salle de cours. Donc en fait, c'est toujours des étudiants en cuisine et en salle. C'est la salle Girardelage? Alors, ça s'appelle maintenant, ça a changé de nom. Ça s'appelle maintenant la Relève Gourmande. Et je tiens à préciser que c'est en fait les étudiants qui ont choisi ce nom-là. Ça a été un projet qu'ils ont fait dans une formation collégiale de trouver le nouveau nom du restaurant. Quand j'étais jeune, Gérard Delage, c'était la personne qui, quand on voulait parler de gastronomie, ce qui était un terme assez récent pour le Québec de l'époque, Gérard Delage, c'était le grand prêtre de cette époque-là. Absolument. Que j'ai connu. Ouais. Alors justement, pour parler de gastronomie, on va parler aussi des terroirs. On a passé cette semaine plusieurs entrevues sur la gastronomie parce qu'on a eu des échanges avec certains collaborateurs français, dont un non moins célèbre. On vient de terminer l'enregistrement il y a quelques minutes et ça sera diffusé bientôt sur nos sites aussi et sur les radios partenaires avec le chef Marc Vera, qui est une sommité en fait dans l'Hexagone en France et même un personnage, comme il le dit lui-même, rebelle. J'imagine, je vois bien son chapeau en fait. Oui, d'ailleurs, vous écouterez l'émission parce que le chapeau qui interpelle tout le monde, je lui pose la question du chapeau et on a la réponse au chapeau en fait dans l'émission. Mais c'est ça, un personnage rebelle et électron libre comme il le dit lui-même, mais qui finalement rayonne sur tout ce qui est de la saine alimentation. Et donc c'est très intéressant. Mais justement, avec l'ITHQ, il y a aussi cet esprit d'intérêt pour les terroirs, ce qui est porteur pour Marc Vera, effectivement. C'est porteur également pour l'ITHQ. Vous êtes le modèle un petit peu à Montréal de ce qu'on peut retrouver de meilleur en fait au niveau des terroirs. Et ça vous a amené en collaboration avec l'ITAC, donc l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, à monter une sorte de rapport. Je dirais pas que c'est pas un rapport Pronovo parce que ça a pris un peu moins de temps que la grande expérience de Jean Pronovo, mais ça a pris quand même des consultations et des opinions et vous arrivez devant le ministre avec un résultat pour développer les croissances économiques, mais à travers les alcools du Québec, c'est ça? Oui, exactement. Alors, en fait, il y a eu plusieurs étapes pour ce projet-là. Il y a eu, dans un premier temps, la rédaction d'un état des lieux. Donc, j'ai eu la chance de participer à cette rédaction-là. Donc, c'était déjà un peu pour, pardon l'expression, mais mettre la table. Donc, dans un premier temps. Et puis ensuite, on est passé à toute une série d'appels d'offres pour que les gens déposent des mémoires pour nous faire part de leurs besoins. Ensuite, on est passé à la phase de consultation publique. Donc, on a eu 2 phases de consultation publique pour vraiment prendre tous les commentaires du secteur et que je tiens à préciser qu'en fait, les mémoires qui ont été déposées et les gens qui se sont présentés aux consultations ont vraiment représenté l'ensemble des associations des acteurs concernés dans tous les secteurs en fait de la filière des boissons alcooliques du Québec. Donc que ce soit les spiritueux, les bières, les cidres, les vins, les hydromels en fait qui sont tout jeunes, une toute jeune association donc qui a été présents au rendez-vous. La restauration y était, les organismes de recherche. Donc vraiment, ça a été, je pense qu'on a eu quand même une vision assez complète des besoins de l'industrie. Est-ce que c'était entendu notre mission? Est-ce que c'est directement des producteurs d'alcool ou c'était des associations qui les représentent? Comment ça s'est passé en fait pour eux? Oui, alors c'est les associations, mais c'est sûr que dans les associations, les gens qui représentent, ce sont en fait les producteurs. Donc oui, c'était à la fois les deux, c'est des représentants de ces associations-là, donc des producteurs, mais qui sont eux-mêmes producteurs en fait.
Mais est-ce qu'au début de la démarche, est-ce que c'était déjà de l'alcool qu'on avait ciblé comme produit, si on veut, des différents terroirs du Québec ou des différentes régions? C'était l'alcool. Donc, oui. c'était la filière des boissons alcooliques, effectivement. C'était cette filière-là, oui. Mm-hmm. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que c'était présidé par M. Alain Brunet, exact. C'était logique. C'était logique, qui est le président de la SAQ, c'est ça? Mm-hmm. Voilà. Alors, et puis, en fait, ce rapport amène à quel constat, en fait? Quels sont, parce que je pense que vous parlez, les secteurs ont été approchés, il y a eu des recommandations, il y a des gens qui ont écrit, des gens qui ont appelé, donc ça s'est fait à la fois écrit et verbal. Mais vous arrivez, en fait, avec des recommandations, 22 recommandations. Donc, quels sont les essentiels, en fait? Oui, alors en fait, les 22 recommandations, ça touche en fait toutes les phases de la production jusqu'à la mise en marché. Donc en gros, on peut considérer que de la terre à la table, donc les recommandations vont vraiment toucher toutes ces phases-là. Donc en passant par la production, la transformation, la distribution, recherche, formation, développement, mise en marché. Donc on touche un peu à tout. Si je peux vous faire peut-être une petite synthèse des recommandations qui ont été faites, la première et peut-être celle qui est la plus essentielle, c'est vraiment la création d'identité qui va agir comme lieu de formation, mais pas juste de formation, aussi d'information. C'est-à-dire de renseigner les gens de la filière sur ce qui se fait déjà dans le milieu. Donc un lieu aussi où vous pourrez avoir de la collaboration qui va contribuer à faire développer la filière des boissons alcooliques. Donc ça, dans un premier temps, je pense que c'est important de préciser parce qu'en fait, c'est vraiment cette entité-là qui permettrait à tous les acteurs de la filière de se retrouver, de se rejoindre et puis de manifester leurs besoins et puis éventuellement donc de pouvoir trouver la solution à leurs besoins, que ce soit au niveau d'une formation, que ce soit au niveau de la recherche, du développement. Voilà. Donc ça dans un premier temps. Excusez-moi, quand on dit création d'identité, est-ce que ça passe par un label pour identifier l'origine, en fait? Alors, vous avez quel genre d'identité, par exemple? Non, mais quand on dit création, c'est parce que j'ai cru comprendre que vous dites le rapport recommande d'appuyer sur une création d'identité ou identitaire, je sais pas. D'identité, pardon. D'identité. Est-ce que ça passe par une création d'un label qui identifierait en fonction d'un cahier de charge, mettons, qui serait appliqué? Par exemple des termes valorisants, etc. Alors, pas nécessairement, en fait. Je dirais que tout ce qui est les termes valorisants, ça peut faire partie, par exemple, des besoins du secteur. Je vous dirais qu'on a déjà, en fait, des termes valorisants qui existent, notamment au niveau du vin. On peut penser à l'indication géographique protégée vin du Québec. Donc, je pense que s'il y avait un besoin, éventuellement, il y a définitivement un besoin de valoriser les produits, ça, c'est certain. Mais je pense qu'en fait, c'est pas nécessairement la mission de cette entité-là de faire la promotion d'un label. Je pense que, en revanche, si jamais il y avait un besoin, donc au sein de la filière, ça pourrait se manifester peut-être au sein de l'entité, mais en fait, ce serait plutôt peut-être du côté du CAR TV, en fait. Voilà. Alors, CAR TV, est-ce que vous voulez que nous, on a une petite idée de ce qu'est CAR TV, mais oui, ce serait pas une mauvaise idée. Mais je vois, c'est Sébastien qui me fait un signal, donc en fait, on va aller à une courte pause et on vous revient tout de suite après, on va parler du CAR TV. Parfait. Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com. Les boulangeries Première Moisson vous invitent à découvrir leur grande variété de pains mettant en vedette les blés du Québec issus de l'agriculture raisonnée.
laquelle est basée sur le respect du grain et de la terre. Toujours frais du jour et confectionné par des artisans boulangers, Première Moisson, une entreprise 100% québécoise. La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone, une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. La vie agricole, par son émission La Quotidienne, se répand partout en région pour parler des vrais enjeux du Québec. Soyez bien équipés pour mieux travailler avec le M7 de Kubota. La performance, le confort et la polyvalence de ce puissant tracteur se chargent de vos plus grosses tâches cette saison. Présentement, profitez d'options de financement avantageuses sur le M7. Consultez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails. Bon retour dans la quotidienne. Nous sommes aujourd'hui, Michel, avec Liane Castravelli et nous parlions effectivement de ce rapport déposé par l'ITAC et l'ITHQ pour valoriser les alcools des terroirs du Québec. Et nous parlions de création d'identité. Mme Castravelli, vous nous avez parlé du CAR-TV. Alors le CAR-TV, c'est vraiment lui l'organisme en fait qui détermine en fait les cahiers de charges, c'est ça? Oui, absolument. Alors, c'est le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants. Donc, c'est plutôt effectivement ce conseil qui va se charger de créer les cahiers des charges éventuellement quand il y aura création d'une appellation, d'une indication géographique protégée, comme est déjà le cas au Québec pour les vins de glace, cidre. C'est de glace. Mais ceci étant dit, il n'y a pas raison pour laquelle au sein de cette entité qu'on recommande de créer qu'il n'y aurait pas une possibilité en fait de communiquer avec le CAR-TV dès lors qu'il y aura un besoin de créer des termes valorisants. Oui. Je pense qu'au niveau, ce qu'on a identifié nous, au niveau de nos recommandations pour faire valoriser les produits du Québec, on a bien entendu de la filière, dans tous les secteurs d'ailleurs, de la filière des boissons alcooliques, qui a vraiment un besoin de positionner les produits sur un plan gastronomique, qui a besoin de faire valoir, par exemple, le tourisme gourmand. Donc, définitivement, au niveau de la valorisation des produits, pour faciliter le choix des consommateurs, peut-être aussi de changer un peu les perceptions par rapport aux produits du Québec. Il y a définitivement du travail qui pourrait être fait au sein de cette entité-là. Je pense qu'on a bien constaté qu'il y avait un réel besoin. Puis d'ailleurs, c'est dans nos recommandations là, de vraiment avoir des formations, de la recherche qui répond à ces besoins-là. D'ailleurs, dans une des recommandations ou une des conseils que vous donnez, en fait, vous parlez d'autonomie alimentaire en disant que ça passe par l'occupation des territoires. Ça, on va parler tout à l'heure avec Michel, l'occupation des territoires. C'est un sujet qui intéresse beaucoup l'Institut Jean Garon. Et vous dites avec des savoirs adaptés à la transition écologique. Et là, vous dites qu'il serait même important que l'objectif est de simplifier le processus de reconnaissance des acquis pour faciliter l'arrivée d'expertises étrangères au Québec. Donc, c'est-à-dire, en fait, que vous dites aussi qu'il y a des choses qui se sont réalisées ailleurs, et on le sait notamment en France, il y a une grande connaissance en fait des terroirs et même des labels en fait. Donc en fait ce que vous dites c'est qu'il faut pas se gêner pour aller voir en fait ce qui se fait de meilleur ailleurs. Oui, tout à fait. En fait, je pense que c'est déjà le cas de beaucoup de producteurs qui vont voir un peu ce qui se fait ailleurs, que ce soit dans les spiritueux, que ce soit dans les bières, dans les vins, les cidres. Mais définitivement, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a un besoin quand même assez urgent de main-d'œuvre spécialisée. Or, il y a un manque de main-d'œuvre. Donc, dans un premier temps, oui, c'est de faciliter l'arrivée de gens qui vont pouvoir travailler, donc aider nos producteurs à se développer. Par ailleurs, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est évidemment de former les gens ici au Québec, donc d'avoir des formations adaptées pour assurer une main-d'œuvre spécialisée. Et on a un besoin quand même assez criant, je vous dirais immédiat, là, donc des formations courtes qu'on propose pour vraiment accompagner les producteurs, les gens qui sont déjà établis. En même temps, je pense qu'on nous a bien fait comprendre qu'il faut penser aussi à l'avenir, donc viser éventuellement vraiment des formations étoffées. Et on peut effectivement s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Hein. Donc, pour aider les régions à se développer, définitivement. Michel?
Oui, parler de développer les régions, c'est pas juste un dada, c'est une très grande préoccupation que nous avons à l'Institut. Oui. Après avoir constaté à quel point il y a un phénomène de concentration là, qui a vidé littéralement beaucoup de régions de leurs activités agricoles de base. Elles étaient laitières pour l'essentiel. Et avec la concentration de l'industrie laitière, elles perdent notamment un élément extrêmement important, une activité de base. Et c'est pour ça que la diversification de notre agriculture et c'est une solution qu'il faudrait véritablement promouvoir, supporter financièrement. Et on dit régulièrement au ministre de l'Agriculture, il faut qu'on oriente des programmes vers des appuis beaucoup plus forts justement à ces différentes diversifications qui pourraient se faire, et celle des alcools en est une. Et je pense qu'en termes géographiques, puis là, c'est une question que je vous adresse, il doit y avoir quand même... On est assez large, dans le fond. C'est pas aussi concentré que ça a été, par exemple, pour le vin au départ, là, qui était beaucoup plus région de, mettons, de Donham et tout. Dans le cas des alcools, il y a beaucoup plus de potentiel un peu partout, hein, je pense. Définitivement. En fait, les auditeurs ne le voient pas, mais je hoche de la tête beaucoup depuis tantôt. Oui, définitivement. Et honnêtement, je peux vous raconter, même personnellement, je me suis rendu compte avec les consultations publiques à quel point ce que vous dites est absolument vrai. En fait, moi, je suis spécialisée dans les vins. Donc, c'est sûr qu'on peut imaginer, bon, avec les vins, c'est beaucoup les cantons de l'Est, la Montérégie, etc. Mais je me suis rendu compte, avec la production des spiritueux, avec la production des bières, et on peut parler des hydromels, ben en fait, c'est pas... on a vraiment moins ce... comment dire, l'effet mésoclimatique, on va dire, devient... Il y a moins de contraintes climatiques. Il y a moins de restrictions. Moins de restrictions, oui. Oui, exactement. Donc, en fait, c'est vraiment partout là, à travers la province. Puis, on l'a vu avec l'Association des producteurs d'hydromel qui sont venus quand même de loin là, pour nous parler. Et effectivement, je m'en suis rendu compte et je pense que c'est un facteur clé vraiment absolument majeur d'aider à développer les régions. Puis, par ailleurs, on a évoqué... J'ai évoqué tantôt le tourisme gourmand, mais ça a été quelque chose qu'on a mentionné aussi pour attirer donc non seulement les producteurs, mais aussi les consommateurs, en fait, faire développer le tourisme, en fait, dans les régions et voir des régions plus éloignées. Il y a déjà plein de choses en place qui existent déjà, il faut les valoriser. Je pense qu'un des objectifs de cette entité, c'est aussi de valoriser vraiment ce qui est déjà disponible, que ce soit au niveau de la production, de la recherche. Donc, en fait, c'est vraiment une façon de donner une vitrine, en fait, à ces régions-là, ouais, définitivement. Dans les mémoires que vous avez reçus, parce qu'on sait que pendant la pandémie, bon, il y a eu un discours important sur l'autonomie alimentaire, sur la proximité, l'agriculture de proximité, sur le bio. En fait, dans les mémoires que vous avez reçues, est-ce que les gens semblent dire que c'est en continuité ou... Parce que sur le bio, on voit qu'il y a moins d'achats de bio qui se faisaient pendant la pandémie. Donc, il y a une baisse sur le bio. Est-ce qu'on dit sur l'aspect terroir, développement des régions, est-ce qu'on sent encore la dynamique ou il y a aussi un ralentissement parce qu'on est post-pandémie, parce qu'il y a l'inflation, parce qu'il y a tout ça? Est-ce que vous l'avez senti dans les mémoires que vous avez reçues? Non, en fait, je vous dirais qu'il y a vraiment... Enfin, ma perception, c'est qu'il y a vraiment toujours cette volonté de développer vraiment tout ce qui est très local. Et d'ailleurs, je peux prendre l'exemple des bières qui est peut-être un peu plus flagrante. Il y a vraiment un intérêt à développer la matière première québécoise. Or, on manque peut-être de recherche, on manque d'informations. Donc ça, c'est un exemple comme un autre, mais non, je pense que c'est toujours aussi dynamique. Et que par ailleurs, je pense que les producteurs sont aussi conscients d'éventuels changements climatiques. Je pense qu'on a bien entendu qu'il va falloir trouver des façons d'adapter notre production aux changements qui s'en viennent, qu'on ressent déjà, bien entendu. Donc, non, je sens que la volonté de produire local, de produire de façon dans un esprit de développement durable et en tenant compte des changements climatiques à venir, là, je pense que c'est très, très, très présent au sein de la filière. Parlant de bière, c'est peut-être intéressant de dire que l'orge était, avant qu'on développe le maïs grain, le soya dans une sorte de spécialité montérégienne, littéralement, l'orge était une céréale largement cultivée et à peu près partout au Québec. Et ça permet également donc la production de bière là, avec un produit très local qui est l'orge, évidemment, l'orge maltais, mais il reste que c'est de l'orge qui est à la base. Des fois, on parle du houblon comme s'il était
c'est juste du houblon qu'il y a dans la bière. Non, c'est le houblon et plus la saveur, comment dire, aigre ou, non pas aigre, mais la saveur amère que procure le houblon. Peut-être une question. Est-ce que le houblon se produit beaucoup au Québec aussi? Est-ce qu'on en produit? Alors, c'est là où j'adorais avoir mes collègues qui ont été sur le comité avec moi parce que je veux peut-être juste en profiter pour en glisser un mot. Donc, il y avait moi qui représentais en tant que, comme j'ai un bagage en sommellerie, j'arrivais un peu, je crois, à réunir tous les secteurs et au niveau de la production, je suis plus dans les vins. Je me suis inscrite dans un brevet technicien supérieur agricole en viticulture œnologie, justement en amont là, de cette association avec l'ITAQ. Mais disons que je réunis tous les secteurs au niveau de la table, au niveau de la sommellerie. Mes collègues, donc là, c'est là que j'aurais envie d'avoir Martin Thibault, Michel Gauthier, donc spécialisé dans les bières, dans le cas de Martin Thibault. Michel Gauthier, bière et cidre. Luc Bordelot, qui était spécialisé au niveau des spiritueux, surtout. Et puis Jean-Paul Martin au niveau des vins. Donc, avec notre secrétaire Olivier Rinfray qui nous a encadrés. Et bien entendu, Alain Brunet qui présidait le tout. Tout ça pour dire qu'il pourrait sûrement vous répondre mieux que moi, mais au niveau de la production de houblon, en tout cas, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a une volonté de produire du houblon québécois. On manque de recherche, on a besoin d'améliorer la matière première, donc ça a été très, très, très clairement identifié. Définitivement. Peut-être une question sur les vins aussi, puisque vous êtes sommelier. En fait, on entend beaucoup parler des bières, des gins, d'hydromel ces derniers temps. Le vin du Québec, on sait, comme disait Michel, c'est plutôt l'Estrie, c'est plutôt, il y a un secteur où on sait qu'il y a quand même du bon vin, on en a goûté. Mais est-ce que les changements climatiques, je pense que vous parlez des changements climatiques, de l'adaptation, en fait, est-ce que les changements climatiques donnent un espoir que d'abord que le vin, en fait, en Estrie va être encore meilleur, ou que le vin va se faire aussi ailleurs qu'en Estrie? Oui, alors je pense qu'il faut peut-être juste faire un petit peu attention à la façon qu'on aborde les changements climatiques, parce que oui, peut-être éventuellement, on pourrait envisager une période de croissance plus longue. Pour certains, c'est très certainement une bonne nouvelle, mais en même temps, il y a beaucoup de variations climatiques qui n'est pas évidente à gérer. Je pense qu'on le constate à peu près à tous les ans. On commence à avoir un redout au mois d'avril. Je pense à... que c'était la fin de semaine dernière, le week-end dernier, où il faisait 25 degrés, puis là, hop, c'est peut-être éventuellement, on peut chuter à des températures dans le négatif. Fait que, il y a quand même des défis, il y a peut-être des côtés pour nous, à la limite, qui peuvent à la limite être vus comme, ou interprétés comme positifs, mais je pense qu'il y a aussi des dangers avec ça. Donc, je pense que c'est surtout vraiment d'apprendre à adapter les techniques. Est-ce que d'autres régions peuvent se développer? Je pense que bien sûr que oui, en fait, et je pense qu'on est vraiment pas à bout de notre exploration du territoire québécois en ce qui concerne le potentiel pour les vins. Ça, c'est certain, on est au début. J'en profite pour mentionner, je travaille justement en ce moment sur un projet de recherche au sein de l'ITHQ sur la typicité des vins du Québec. Donc, on est plutôt dans la façon d'en parler, de les valoriser justement, le vocabulaire associé, puis le profil sensoriel, c'est un peu la phase 2. Mais disons qu'on se rend compte qu'on est au tout début, en fait. Donc, je pense que ça va évoluer. J'entendais parler d'un retour, le vin blanc reprend beaucoup plus de place, semble-t-il, dans les achats et la consommation, évidemment, des Québécois. Ça peut être une bonne nouvelle quand même pour le Québec, parce que j'ai l'impression que notre climat s'y prêterait davantage que faire du vin rouge. Il me semble. Ouais, alors, j'essaie toujours à dire bonne nouvelle avec les changements climatiques, mais j'avoue, mais effectivement, alors c'est vrai que pour le moment, le vin blanc, c'est définitivement un des vins forts. Un des vins. Il y a des vins blancs, il n'y a pas un. Mais la catégorie, on va dire, de vin blanc, ça reste des produits forts au Québec. On voit bien le potentiel pour les vins mousseux, puis il y en a qui en produisent d'ailleurs de très, très beaux déjà. Les vins rouges, je pense qu'on commence à comprendre le genre de profil qu'on est capable de produire. Maintenant, est-ce qu'avec, si on envisageait éventuellement des périodes de croissance plus longues, on pourrait envisager d'autres produits au niveau des vins rouges? Je pense on commence déjà à saisir pas mal le potentiel qu'on a, en fait. Et de plus en plus, les producteurs vont dans le sens, en fait, de profils adaptés au terroir québécois. Alors, Liane Castravelli, c'est tout le temps qu'il nous reste pour la quotidienne d'aujourd'hui, mais on vous remercie beaucoup d'avoir participé et on vous réinvitera assurément, notamment quand Marc Veyrat sera là. Je suis sûr qu'il y aura des choses intéressantes à faire avec l'ITHQ. Bonne journée. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, merci. Bonne journée, au revoir.